Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film de loup-garou, comme on aime bien les loups-garous sur cette chaîne. Mais un film de loup-garou dont on parle pas beaucoup je trouve, pas assez à mon goût. C'est un film de 1961, donc produit par les fameux studios de la Hammer et réalisé par le fameux Terence Fisher, donc qui a fait tous ces chefs-d'œuvre dont Dracula, La Momie, etc. Donc voilà, je vous ai fait un petit montage comme d'habitude. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez. Salut! En 1961, la firme de la Hammer sort son 4e film inspiré des classiques des studios Universal. Sous la houlette du grand Terence Fisher, dont la reconnaissance auprès des critiques fut assez tardive. Celui-ci débuta en tant qu'assistant monteur, puis monteur, sur différentes productions pour différents studios. En 1948, il entame sa carrière de réalisateur, puis tournera pour les studios de la Hammer en 1951 un thriller genre à la mode à l'époque. En 1957, le studio anglais fera appel à lui pour initier son renouveau des mythes du fantastique issus des studios américains Universal. On commence avec Frankenstein pour Frankenstein s'est échappé. Plus dark, plus graphique, il s'agit aussi des premiers films en couleur de la Hammer, avec du sang qui tache. Gros succès pour cette première proposition. Fisher enchaîne avec deux autres monstres du cinéma dans tous les sens du terme, avec Dracula en 1958 et The Mummy en 1959. Deux autres coups de maître qui feront de leurs principaux acteurs des légendes Peter Cushing et Christopher Lee, et qui feront de la Hammer un studio avec lequel compter, car là encore le succès est au rendez-vous. Limité par ses budgets, le studio anglais adapte ses récits et va droit à l'essentiel. Résultat, des films qui ne tournent pas autour du pot et qui peuvent compter sur une équipe technique de premier plan, parmi lesquels le maquilleur Roy Ashton, qui succède au grand Jack Pierce et parvient à s'accaparer les créatures pour les personnaliser et à en faire des personnages marquants. Ce fantastique si particulier à l'époque, Fisher le nomme matérialisme fantastique. En gros, un fantastique plus ancré dans le réel. Moins conte de fées, comme ce que nous proposait Universal avec ses petits patelins plus ou moins transalpins. Après Dracula, Frankenstein, la momie, il restait encore le Wolfman de George Wagner à être adapté. Anthony Hines, qui se cache derrière le pseudonyme de John Elder, livre un script influencé par le roman de Guy Andor, qui avait aussi scénarisé Les Mains d'Orlac, avec Peter Lorre. Ce roman, Le Loup-garou de Paris, fait la part belle aux événements de la Commune de Paris et des conflits qui en ont découlé. Le personnage principal est lui-même inspiré d'un Parisien tristement célèbre, François Bertrand, surnommé le vampire de Montparnasse, qui s'était livré à des actes de nécrophilie. L'histoire d'Anthony Hines sera transférée en Espagne car les studios qui avaient fabriqué les décors pour un projet intitulé The Rape of Sabina, réalisé par Michael Carreras, le fils de James Carreras, qui dirige alors les studios de la Hammer. Ce film fut annulé et on décida d'utiliser les décors afin de limiter les coûts. On conserve du livre le côté lutte des classes, avec son héros amoureux d'une jeune femme aisée promise à meilleure partie, selon les desiderata de son père. On appréciera grandement les origines de la malédiction détaillées dans le premier tiers du film. Un simple mendiant, maltraité et emprisonné par le seigneur du village. Oublié dans les geôles, il sera nourri par une jeune servante. Celle-ci, punie pour avoir repoussé les avances du vieil homme, sera violée par le mendiant. Elle mourra en couche en donnant naissance au jeune Leon, qui selon le prêtre du village est touché de la malédiction du loup-garou. Celui-ci est recueilli par un homme bon et manifestement relativement bien nanti, Don Alfredo Corledo et sa gouvernante Teresa. Le jeune homme qu'il devient prend conscience de sa nature et réalise que la présence de la femme qu'il aime peut l'aider à vaincre sa malédiction. Mais le père de celle-ci refuse cette union. La fin au sommet d'une église évoque le final du Wolfman de George Wagner, où le père doit mettre fin à la souffrance de son fils. Le film révèle Oliver Reed dans son premier grand rôle. On ne pouvait rêver acteur plus bestial et tourmenté pour jouer ce personnage tragique. On connaît sa carrière florissante, notamment dans le film de Ken Russell, Les Diables, ou son dernier rôle dans Le Gladiator de Ridley Scott. Le reste du casting est à l'avenant. Anthony Dawson interprète l'infâme Marquis et marque le film de son empreinte. Le mendiant est interprété par Richard Wadsworth, que l'on a vu dans La Marque
du diptyque The Quatermass Experiment de la Hammer. Il joue un malheureux affamé qui, dans les geôles du marquis, régressera à l'état quasi animal et s'en prendra à la servante jouée par la sensuelle Yvonne Romain. Celle-ci a participé à des petits films d'horreur anglais aux côtés de Boris Karloff dans Corridors of Blood, avec aussi Christopher Lee, puis dans une autre production Hammer aux côtés de Peter Cushing dans Le Capitaine Clegg. La musique de Benjamin Frankel est efficace et a la particularité par moments d'utiliser le sérialisme, technique de composition musicale fondée sur la série dans laquelle les éléments hauteur, durée, timbre ne sont plus soumis à une hiérarchie. Elle en demeure pas moins mélodique et efficace. Le film repose sur l'interprétation enfiévrée et animale d'Oliver Reed. Le final gothique à souhait se déroule au sommet d'une église avec une foule vindicative et l'affrontement déchirant entre le fils et le père, comme dans Wolfman de 1941. Tirons notre chapeau au maquilleur Roy Ashton qui a créé un des plus beaux loups-garous, où on peut lire la tristesse intense dans son regard injecté de sang. Le gros plan du générique nous plonge dans les tourments de l'homme derrière la bête. A noter qu'il s'agit du seul loup-garou qui ne redevient pas humain à sa mort. Le tournage a eu lieu au studio Bray dans le Berkshire, en Angleterre. Le film sortit en double programme avec Shadow Avocat de John Gilling. Il ne connut pas le même succès que les précédents métrages Hammer, inspirés des monstres de Universal. Il connut une importante censure à sa sortie et l'on restaura le montage initial un peu par hasard pour la chaîne BBC en 1993 en diffusant une copie non censurée lors d'un programme spécialisé comme The Vault of Horror, le coffre-fort de l'horreur, en 1992, le 31 octobre. Pour l'anecdote, on relèvera la petite référence à Terence Fisher avec le personnage de Terry Fisher, la journaliste interprétée par Belinda Balaski pour le hurlement de Joe Dante. En conclusion, La Nuit du Loup-garou, malgré un certain manque d'action, a su créer un personnage marquant avec ce très beau maquillage et une origin story particulièrement développée, qu'on peut interpréter comme l'abandon par une certaine élite, une certaine classe sociale qui régresse à un état primal. Mais c'est aussi une impossible histoire d'amour contrariée par cette malédiction et entravée par les préjugés des nantis vis-à-vis des personnes plus modestes. Le film marque par sa beauté visuelle, sa créature visuellement originale et réussie, sa bande originale tonitruante et tourmentée, des situations malaisantes et un sentiment de désespoir et de fatalité prégnant de bout en bout. Un film un peu oublié dans la setlist des films de loup-garou majeurs, mais qui vaut le détour si vous êtes fan d'horreur gothique. A bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez.